Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode des questions One Piece et je suis un peu dégoûté parce que ça fait peut-être quelques fois que je refais cette intro, mais ça fait surtout 30-40 minutes peut-être que je parlais dans le vide et je me remarque en fait que la piste audio elle était corrompue. Donc c'est pas grave, on va tout refaire hein, dans le temps, après tout on est youtubeur hein. Bon bref, j'espère que vous allez très bien de votre côté. J'ai encore reçu beaucoup de questions, j'en ai pris 10, donc que ce soit sur le Discord ou même sur les commentaires YouTube. 10 questions très intéressantes, comme d'habitude, ça va être le gimmick hein. Et puis voilà, on va pouvoir commencer, pas d'opération commerciale cette fois-ci, hein, pas d'OPSP. Si ça doit réarriver, je vous informerai toujours à l'avance, pas de souci. Mais en tout cas, merci pour votre retour pour la dernière fois, c'était vraiment très cool. Alors avant de commencer, je voulais quand même aussi vous informer que vous pouvez me rejoindre sur Instagram, je deviens de plus en plus actif dessus. Si jamais ça vous intéresse, voilà, n'hésitez pas à me rejoindre, c'est kurohashi.no.goji, oui, simplicité. Mais voilà, ça serait cool qu'on se retrouve un peu plus dessus. Et puis si jamais ça vous intéresse, vous avez les liens en description. Et puis les gars, c'est bon, on peut commencer la vidéo tout de suite. Ok, donc première question de Sanguine. Salut Goji, je tenais tout d'abord à te remercier pour la qualité de tes vidéos et le divertissement que tu nous apportes. Merci à toi poto, je vais éviter de traîner en longueur. Pour faire court, j'aimerais savoir si pour toi, Yorkie est-il mort? Donc c'est une très bonne question Sanguine, merci beaucoup, c'est très intéressant et du coup ça me permet de parler pour la première fois de Yorkie oui, sur ma chaîne parce que je crois que j'en ai jamais parlé auparavant et c'est un personnage pour le coup très intriguant. Le personnage en lui-même est très intéressant et cool, esthétiquement déjà il est très cool, son lien avec Brook faisait vraiment penser au lien Goldie Roger Rayleigh, donc il était vraiment beau, mais sa mort trop intrigante, sa disparition, parce que là pour le coup on peut même pas dire qu'il est mort, on sait même pas s'il est mort, sa disparition est intrigante. Alors est-ce qu'il est vraiment mort? Je pense que depuis le temps, oui. Sauf s'il a trouvé entre temps le panacée ou quelque chose pour rallonger la durée de vie, hashtag le truc de Kureha. Par contre, qu'il ait fait peut-être une chose qui aura des répercussions à l'avenir. Parce que là, Oda, il nous a fait une disparition trop intrigante. Alors, je sais pas s'il a pas voulu juste nous montrer la mort d'un personnage, alors que juste après, il nous tue tout l'équipage de Brook d'une façon assez sévère, finalement. Là, je sais pas s'il a juste pas voulu nous montrer sa mort pour laisser planer le doute. Ou quoi que ce soit, l'hypothèse avec Mamignon est intéressante, j'avais pas du tout conscience de cette théorie, mais je veux dire, ça vaut tout autant qu'une autre. Ouais, moi je pense qu'il aura fait quelque chose dans le monde après sa disparition, qu'il soit peut-être pas mort de suite, mais qu'il ait fait quelque chose qui aura une répercussion sur Brook plus tard. Et se dire, oh putain, ça c'est genre Yorkie qui l'a fait, ou alors c'est un message, ou... Bref, le cas de Yorkie est super intéressant, j'ai jamais pu vraiment l'analyser et je pense que je le ferai pas parce que j'ai pas d'idée, j'ai pas le feeling de suite avec ce personnage, j'ai pas le truc qui me dit bon vas-y, je sens une théorie là-dessus, je sais pas du tout. Mais en tout cas ceux qui théorisent dessus ils sont très courageux parce que on a trop peu d'hypothèses pour ça. Mais vraiment ouais, Yorkie je kiffe, sur le design déjà il est au top. Alors deuxième question de Drissou, salut Goji, tu vas bien, je suis nouveau sur la chaîne et je kiffe ce que tu fais, bref. Penses-tu qu'il y aura un combat Lucci-Sabo à la rêverie et si l'un des deux en mourra? Continue ce que tu fais, t'es au top, ciao. Merci Boto. Merci Boto. C'était presque un mélange entre bro et poto. Et je sais pas pourquoi, parfois j'ai l'impression que j'ai un accent canadien qui ressort. C'est très bizarre. Oh, cette journée est très bizarre. Alors merci à toi poto. Et donc, concernant Sabo Lucci, alors déjà concernant ce combat, on peut dire qu'il a déjà eu lieu dans One Piece à travers le film One Piece Gold qui a été écrit et scénarisé par Oda. Donc oui, il a existé. Pas réellement encore en manga, on n'a pas encore eu réellement la preuve qu'il a existé, ça n'a pas été dit. Cependant, on peut s'imaginer que ça a déjà été le cas parce que Sabo et Lucci sont, on va dire, deux figures assez emblématiques de deux groupes totalement rivaux, de deux organisations ennemies. Donc on peut se dire que oui, si Lucci doit affronter quelqu'un du côté des révolutionnaires, ça pourrait être Sabo. Il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas dans One Piece qui ne se passent pas, qui ne sont pas dites pardon dans l'histoire, mais qui se passent quand même. C'est-à-dire que par exemple sur Enies Lobby, c'était dit que le CP9 avait conduit une opération envers les révolutionnaires et au lieu de tuer genre un certain montant requis de révolutionnaires, ils en avaient tué beaucoup plus. Ça expliquait en gros qu'ils étaient trop forts et tout, c'était des vraies machines à tuer. Donc vous voyez, c'est le genre de truc qui nous dit le monde, même si on ne le voit pas, il continue d'avancer. Et donc ça laisse penser que Sabo et Lucci aient dû s'affronter au moins une fois hors caméra entre guillemets pour justement défendre leurs convictions chacune.
Donc oui, je pense. Après, pour tout vous dire, Sabo, je pense que c'est pas du tout le niveau de Lucci. Lucci, c'est un personnage qui avait le niveau de Luffy post-ellipse, pré-ellipse, pardon. Et je pense que, voilà, maintenant, il y a des stades, il y a des échelles. Genre, Luffy, il est là. Sabo, je l'estime quand même au-dessus. Après, ça, c'est sujet à débat, on en reparlera. Mais ouais, pour moi, le coup, je pense que la différence entre Luffy et Lucci, pour le coup, elle est toujours au même niveau, en fait. Et Lucci ne dépassera pas Luffy, donc je pense pas que s'il ne dépasse pas Luffy, il dépasse Sabo. Impossible. Pour moi, justement, Sabo, comme on a pu le voir sur Dressrosa, c'est plus du calibre à affronter un amiral. Et ça a été dit dans le chapitre 925 avec Barbe Noire, qui disait que justement, quand les révolutionnaires ont voulu mener l'opération pour sauver Kuma durant la rêverie, bah on les a vus s'affronter face à Ryokugyu et Fujitora. Donc voilà, je pense que quand on voit Sabo qui joue quand même, on va pas se le cacher, à armes égales avec un Fujitora qui est quand même un très puissant amiral de la marine, alors que Sabo venait tout juste d'avoir le fruit du démon du feu, on voyait qu'il voilà, il n'y avait pas réellement de personnage qui l'emportait sur l'autre. Je pense que le Lucci, il est carrément hors série, hors sujet. Après voilà, ça reste à voir. Et concernant la mort, bah du coup je pense pas que l'un occasionnera la mort de l'autre. Par contre, je pense que si Sabo doit mourir, c'est pas impossible, ça. Le pire, c'est que c'est quelque chose que je vois relativement bien, et même ça risque d'être un peu redondant avec Ace, ça serait donc durant une autre guerre. Mais j'avoue que là, pour le coup, ça mettrait Luffy en PLS, et ça serait vraiment sadique de la part d'Oda de faire mourir son dernier frère. Ça serait horrible. Troisième question de Luigi Civil. Salut Goji, continue tes vidéos, elles sont au top, merci poto. De qui penses-tu que Shanks est allé parler au Gorosei? De quel pirate? Ah, El Famoso Shanks et El Famoso Gorosei et El Famoso Pirate. Alors personnellement, j'en avais parlé durant ma review de ce chapitre, c'était le 908 ou 907, et de suite l'idée qui m'était venue, c'était, il y avait eu deux idées. La première, c'était vraiment Barbe Noire, et la deuxième, bah, c'était simplement Luffy. On a eu beaucoup de fois, beaucoup de personnes ont eu la même idée du coup. Alors pour moi, on pourrait déjà retirer Luffy de cette proposition, simplement car Shanks, quand il fait quelque chose comme ça, comme quand il a fait face à Barbe Blanche, c'est pour une bonne raison, c'est parce qu'il y a un danger. Luffy actuellement, il représente pas un danger. Enfin, Shanks, je vois pas pourquoi il verrait Luffy comme un danger. Parce que de toute façon, on l'avait vu genre quelques chapitres avant, il était trop content de lire sa prime et tout, hein, on se reverra bientôt Luffy et tout, c'est genre c'est bientôt la fin. Là par contre, il va faire une réunion avec le Gorosei qui se déroule d'ailleurs en pleine rêverie. Donc pour moi, c'est que ça a vraiment quelque chose de très important, c'est un danger imminent. Pas Luffy, ok, il a foutu un peu le bordel chez Big Mom, etc. Mais on cherche pas plus à le tuer qu'avant après ça quoi. Je veux dire, c'était pas... Voilà, c'est pas un danger imminent, comme je l'ai dit. Par contre, Barbe Noire, pardon, oui. Là, le type, il est quand même dans une traque d'utilisateurs de fruits du démon, c'est-à-dire qu'il récupère beaucoup de fruits du démon très puissants. Le type, il a par exemple aussi 2 des plus puissants fruits du démon au monde. Il est devenu quand même Yonko, il a une importance, une réputation qui s'agrandit de jour en jour, et c'est vraiment un danger. Et là, pour le coup, ça fait penser à ce que Shanks avait fait avec Barbe Blanche, c'est-à-dire il est allé directement le voir, c'était la première fois qu'on voyait Yonko vs Yonko en confrontation. Et là, il est vraiment allé le voir pour dire bon mec, par contre Barbe Noire ça craint vraiment quoi. Et il avait averti, et finalement bah, s'ils avaient écouté, peut-être que la guerre de Marineford n'aurait pas eu lieu et ils n'auraient pas été chopés, bref. Donc moi je pense que Shanks, comme il a expliqué à Barbe Blanche, il se méfie énormément de Teach, il a pas confiance. Et là il doit sentir que Teach se rapproche dangereusement de son but, d'une façon ou d'une autre. Et je pense que c'est ça qui le fait vraiment flipper, c'est pour ça qu'il a voulu en parler au Gorosei. Et en vrai voilà, c'est un peu mon hypothèse à ce sujet, peut-être que d'ailleurs il a eu une quelconque, on va dire, information, peut-être que Barbe Noire a réussi à capter une arme antique, ou non, justement, il se rapproche de quelque chose de trop important, et voilà. Et c'est ce qui me semble vraiment pour le coup le plus logique. Après il y a d'autres personnages sans doute qui peuvent très bien correspondre, c'est-à-dire que peut-être le capitaine des Rocks, comme beaucoup en ont parlé, peut-être un autre personnage qu'on ne connaît pas encore, il y a encore pas mal de personnages, peut-être Weeble par exemple, on va d'ailleurs encore en reparler de Weeble, mais peut-être Weeble, hein, c'est un personnage qui a une puissance équivalente à Barbe Blanche à l'époque, à ce qui paraît. Donc voilà, en gros ça reste à voir, mais moi je pense vraiment que c'est du Barbe Noire là pour le coup, j'en mettrai ma main à couper. Alors quatrième question de Raylax 10, salut Goji, j'aimerais te poser une question au sujet des prochains ennemis des Mugiwara et des prochains empereurs. Sinon continue comme ça, t'es les meilleurs. Merci poto. Alors dans ce que tu voulais te demander en gros, c'est quels sont les prochains ennemis des Mugiwara et quels pourraient être les prochains empereurs. Alors concernant les prochains ennemis des Mugiwara, alors excepté les Yonko, en vrai j'en vois pas tellement. C'est vrai que quand on prend du recul, on se dit à part le gouvernement, les Yonko, enfin à part dans les grandes lignes, il y a que ça entre guillemets. Moi j'avais quand même toujours imaginé les géants d'Elbaf et Loki. Je me suis dit qu'ils devaient être assez hostiles d'une façon ou d'une autre, et que malgré la relation que Luffy et Usopp ont avec les géants, je pense que s'ils doivent arriver
sur l'île, sur Elbaf, il y aura peut-être quelque chose où ils vont devoir prouver leur valeur, entre guillemets. Vu que c'est lié à la mythologie scandinave, lié aux Vikings, il y a vraiment cette histoire d'honneur qui est très importante. Et moi, j'ai toujours vu, d'une façon ou d'une autre, Loki et les autres Elbafiens, Loki et les autres géants assez, on va dire, hostiles au début, attendre que les Megara prouvent leur force, pour justement devenir allié avec eux. C'est très spécial comme scénario au final, je me suis vraiment fait mon histoire dans ma tête, mais c'est comme ça que je le vois. Donc oui, je dirais à la rigueur les géants. Et sinon, bah, dans le plus logique, ça serait quoi? Bah ça serait d'autres pirates, simplement. Donc peut-être d'autres supernovas, même si pour l'instant les supernovas ils se battent pas réellement entre eux, et excepté les Yonko, il n'y a pas énormément non plus de choix. Hein. Peut-être un outsider, un pirate qu'on ne connaît pas réellement et qui va apparaître de nulle part. Et justement, bah du coup, pour parler des Yonko, ça dépend si le système des empereurs perdure avec le temps, c'est-à-dire que si une fois que les empereurs tombent, il y en a un autre qui prend le dessus, il y a un nouveau personnage qui devient empereur, bah du coup je pense qu'il peut y avoir des candidats assez sympathiques comme justement Doflamingo ou Katakuri, qui par exemple pourrait prendre les rênes de la famille Charlotte, c'est quelque chose que je vois plutôt bien. Cependant c'est des personnages qui sont déjà assez vieux au final, et donc vu la puissance qu'ils ont actuellement, tu sais que dans 20 ans, même s'ils vont prendre encore en puissance, c'est sûr, c'est pas des mecs qui auront un niveau à la Shanks, à la Kaido ou à la Big Mom. Ou du moins, j'imagine très mal. Donc, je me dis qu'à la rigueur, les vrais pousses qui pourraient avoir le potentiel de Yonko à l'avenir, ce sont les jeunes supernovas. C'est-à-dire, bah, justement, Luffy, Kid, Killer, Flo, Capone ou quoi. Tous ces personnages qui pourraient justement avoir l'ambition de vaincre un empereur, prendre leur place et justement perdurer avec le temps jusqu'à ce qu'ils se fassent encore une fois chuter. Donc voilà, c'est comme ça que je le vois. Vraiment, je pense que les supernovas ils serviront à ça plus tard. Certains d'entre eux seront justement au grade d'empereur. On arrive à ma question préférée, Zijo qui me dit: Yogoji, continue comme ça, tu fais de super vidéos, merci poto. À ton avis, Luffy peut-il utiliser son élasticité et son acquis de l'armement pour créer des sortes de membres sur son bras à partir de sa peau, à laquelle il donnerait forme? À la manière de Doflamingo et sa cage qui renvoie à une origine des fils, le piège de la toile d'araignée, cette attaque pourrait donc surprendre l'ennemi à l'instar du Snake Man et renvoyer à l'origine du caoutchouc un arbre composé de branches. Mais je doute que Luffy puisse faire ça avec son pouvoir. Alors, j'ai peut-être très mal expliqué, mais en tout cas tu te trompes sur la fin, je pense que vraiment Luffy pourrait faire ça avec son pouvoir, mais j'ai peut-être mal expliqué. En gros, ce qu'il voulait dire c'est que, est-ce que Luffy pourrait utiliser l'élasticité de ses bras pour créer des formes, l'élasticité du moins de son corps pour créer des formes, c'est-à-dire créer d'autres bras ou créer des formes particulières qui puissent servir justement dans ses combats. Justement, comme on prend l'arbre, le caoutchouc étant à l'origine d'un arbre, un arbre a donc son tronc, donc le corps, et il a plein de branches qui en sortent. Donc le but ça serait de penser à imaginer un Luffy avec plein de branches qui sortent et qui sera en sorte ses mains ou ses attaques ou quelque chose comme ça. Alors du coup en fait cette question je l'ai prise parce qu'elle m'a tout de suite fait penser à une technique que Luffy a utilisée face à Crackers pour la première fois et même la dernière fois il me semble. Non, peut-être il a même utilisé face à Katakuri, mais bref, c'est une attaque qui m'a toujours intrigué, j'ai jamais su comment réellement en parler, et quand Zijo m'a justement écrit ce commentaire, je me suis dit, les gars, on tient un truc. Alors en gros, c'est le Kong Organ. Alors le Kong Organ, c'est une technique de Luffy qui, dans sa représentation visuelle, ben, en fait, t'as l'impression qu'il déploie 2 membres supplémentaires, c'est-à-dire 2 bras de chaque côté, c'est-à-dire 4 bras. Donc t'as une tranchée avec 3 bras de chaque côté qui balancent des sortes de Gatling gun à son ennemi. Alors justement on pourrait penser que c'est un effet visuel parce que justement Luffy quand il frappe vite on voit une multiplication des bras etc. Ce à quoi j'ai envie de dire oui mais non, parce que justement quand tu vois le Gatling gun on voit bien la différence où on voit un petit peu des bras mais c'est pas totalement bien dessiné. Là le Kong Organ de Luffy, t'as vraiment littéralement les bras qui sont dupliqués. Et là je me suis dit mais pourquoi c'est dupliqué, pourquoi? Quel est le lien? Et donc là, en voyant ce commentaire, je me suis dit, bah, peut-être que justement, Luffy, avec le temps, parvient à créer donc des sortes de membres autres, avec ses bras, avec son élasticité, pour justement reproduire une puissance, développer du moins décupler sa puissance. Alors pour le coup en anime c'est encore 10 fois plus explicite qu'en manga. Là ouais pour le coup quand j'ai vu ça, déjà en manga ça m'avait vraiment intrigué, mais quand j'ai vu ça en anime je me suis dit ouais, non là il y a vraiment un truc par contre. Donc ça m'a intrigué et j'ai envie de dire, bah c'est peut-être de là en fait que commence l'éveil de Luffy et de son haki et de son fruit du démon, parce que quand on y pense, tu vois que le Luffy de haki, le haki de Luffy a cette particularité de pouvoir être lié à l'élasticité de son corps. C'est très dur à dire, j'ai beaucoup de mal à parler. C'est d'ailleurs quelque chose qui a vraiment intéressé Doflamingo, donc on pourrait penser que son haki de l'armement puisse prendre certaines formes et Luffy
puisse utiliser donc dédoubler ses bras pour justement avec ses autres bras. Je sais pas comment expliquer vraiment comment il aurait pu faire, mais donc dédoubler pour ensuite décupler sa puissance. Et ça me fait penser aussi à une discussion que j'avais eue l'année dernière, je crois, sur Instagram avec Dimitri Vascou, qui me disait qu'en fait il avait remarqué que durant le combat de Luffy face au sumo, donc je sais plus comment il s'appelle, je suis désolé, je l'ai sur le bout de la langue, mais c'est le sumo de Wano Kuni qui s'est fait découper la crête par Okiku. Face à lui, Luffy, il avait utilisé, en fait, il avait gonflé sa main, et là, Dimitri Vascou m'avait dit, j'ai eu l'impression que Luffy, en fait, il pouvait gonfler son bras, gonfler sa main de son propre vouloir et sans spécialement y insuffler de l'air comme il fait d'habitude avec son Gear Third. C'est-à-dire normalement on sait très bien, soit il mord son pouce, soit il mord son bras et donc il gonfle son bras pour insuffler de l'air. Mais là, non, c'était totalement différent et il semble pouvoir générer peut-être du caoutchouc. Peut-être c'est comme ça qu'il arrive à gonfler son bras. C'est-à-dire que maintenant, en prenant un peu d'élan et puis avec je sais pas quoi, les vibrations ou quoi peut-être, eh ben ça lui parvient à agrandir sa main sans spécialement avoir besoin de souffler dedans. Et du coup, ça pourrait aussi éventuellement faire lien avec le Snake Man, cette dernière technique qui pour le coup, t'as l'impression qu'en fait il génère tout le temps de l'élasticité, de l'élastique son bras. Ok, il peut les tirer, je suis d'accord, sauf que la façon dont il les tire, ça fait pas naturel du tout, ça fait pas normal comme il a pu le faire auparavant. Là, ça fait vraiment comme s'il y avait un continu, comme si il générait juste du caoutchouc en fait de son bras et donc ça avait une forme qui faisait la continuité de son bras, enfin bref, voilà, et du coup ça permettait d'étendre ses membres. Et ben là je pense que c'est la même chose, du coup l'éveil, l'explication de l'éveil de Luffy, de son haki ou du moins de son fruit du démon serait lié à ça, serait lié à une duplication de ses membres et comme le Kongorgan, ça serait donc un petit visuel que Oda nous a fait, un petit foreshadow pour imaginer ce que ça pourrait être par la suite. Donc pour le coup j'ai trouvé ça très intéressant. C'était vraiment bien trouvé, que ce soit la façon de Dimitri Vascou qu'il avait vu que le bras avait justement juste un peu gonflé mais pas trop, ou même alors justement Zicho qui me dit que ça lui fait penser à un arbre avec les branches. Et ben je trouve ça vraiment bien foutu et pas con du tout. Donc est-ce qu'il y a eu un changement de ce côté là? Est-ce que Luffy est sur la voie de son éveil du fruit du démon? Est-ce que le Kongorgan est justement le principe de cet éveil? Je commence à de plus en plus y croire, ouais. Donc ouais, je suis vraiment même persuadé que ça a un lien. Donc voilà, très bonne question, j'aime beaucoup, merci bro. Alors, 6ème question de Camille RTK. Alors, tu m'as posté un pavax. Je vais pas tout lire parce que je pense qu'on en aurait pour la moitié de la vidéo. En gros, le coup du bonnet, ça vous a beaucoup fait rire la dernière fois. Ça m'a fait rire aussi, je vous rassure. Et toi, ça t'a fait penser à Kakashi Sensei, et c'est vrai. Donc du coup, tu peux me poser comme question, pour tout fan de One Piece, Luffy deviendra le roi des pirates, ceci est pratiquement indiscutable. Pour Luffy, devenir le roi des pirates, c'est être l'homme le plus libre du monde, donc, mais pas le plus fort. Selon toi, quels seraient les personnages que Luffy ne pourrait jamais dépasser? Parce que c'est sûr et certain qu'il y en aura. Alors merci de ta question. Oui, alors, je suis d'accord et pas d'accord avec toi. Parce que d'un côté, c'est compliqué, comme tu l'as dit, Luffy, pour lui, être le roi des pirates, c'est pas être l'homme le plus puissant au monde, c'est être l'homme le plus libre. Donc tu te dis qu'à partir de ce moment-là, il a pas besoin de... Il y a pas vraiment de base de force, enfin, voilà, il a pas besoin d'atteindre un certain niveau pour l'être. Mais d'un côté, si... Parce que justement, s'il avait une voie libre, une autoroute devant lui vide, pour justement atteindre son rêve et qu'il n'y avait aucune péripétie à côté, aucun obstacle, Luffy il aurait pu devenir roi des pirates à l'âge de 17 ans, juste après avoir battu Don Krieg en gros. Sauf que là, t'as des personnages comme Kaido, t'as des personnages justement comme les empereurs qui sont là à protéger des poneglyphes qui sont justement nécessaires à ce que Luffy puisse devenir roi des pirates, à son rêve. T'as des personnages comme Barbe Noire, comme par exemple, lui qui devient justement très puissant et qui a les mêmes ambitions que Luffy. Donc tu te dis, bon... est-ce que Luffy peut vraiment être, entre guillemets, ne pas être le plus fort alors qu'il veut devenir le roi des pirates, une personne qui se dresse au-dessus ceux qui veulent l'être et qui sont déjà assez puissants? En gros, je pense que Luffy sera forcément, à un moment ou l'autre, quand il va atteindre son rêve, le personnage le plus puissant de l'histoire. Il est quasiment obligé. Si t'as un mec qui est plus puissant que lui, il aura le moyen de le défaire, il aura moyen de briser son rêve. Donc Luffy, pour ça, il doit quand même surmonter, il doit devenir plus fort. Donc ouais, moi je pense que Luffy, il aura toujours quelqu'un qui dépassera un moment ou l'autre. Vraiment. Après, il y a des pouvoirs destructeurs qui rentrent en compte, c'est-à-dire que Barbe Blanche, par exemple, il peut littéralement lui-même détruire le monde, et je pense pas que Luffy, avec son fruit du caoutchouc, pourrait détruire le monde, voilà. Il y a aussi une question de potentiel de destruction et une question de puissance. Et je pense que dans le potentiel de destruction, Luffy, il a pas tant que ça, tandis que des personnages comme Barbe Noire ou Barbe Blanche pouvaient littéralement tout péter, quoi. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question, c'était pas facile. Alors, 7ème question de Mr. Airpeak.
Quel character design tu as le plus apprécié au cours du manga? L'esthétique de quel personnage t'a le plus marqué? Perso, moi c'est Pell que je trouve visuellement très stylé. Continue comme ça, tu fais un super taf. Merci beaucoup bro. Effectivement, Pell est très cool, j'aime beaucoup son design. Moi je suis en train de regarder ce que j'avais marqué, mais en vrai c'était compliqué parce que je savais pas réellement. Oui, je pense que Kid en vrai est l'un des personnages que j'apprécie le plus parce que je sais pas, son design me plaît énormément. Je trouve qu'il a un charisme dingue. T'as justement aussi Lucci, on en parlait tout à l'heure. Alors, je pense que Lucci, c'est un peu comme Brooke, c'est parce qu'il a ce fameux chapeau haute forme et que ça me fait vraiment penser à Slash. Slash qui est mon guitariste préféré. Donc ouais, je pense que je dois être un peu influencé par ça. D'ailleurs, il y a aussi Sabo, il porte aussi en haute forme, mais c'est pas pour la même raison. Sabo, lui, visuellement, il est devenu vraiment très cool comparé à ce qu'il était avant. Autant Ace, il a pas beaucoup changé quand il était jeune, entre ce qu'il était jeune et maintenant, il y a 2 ans, enfin avant qu'il meure, mais autant Sabo il est devenu vraiment stylé, donc oui je dirais peut-être Sabo, je peux pas en choisir un vraiment, je suis désolé, je peux pas, parce qu'il y a aussi qui d'autre? Bah justement Ace c'est compliqué parce que beaucoup kiffaient son design, je le détestais pas mais je le préférais vraiment, par exemple à sa toute première introduction sur l'arc de drum. Là, avec son manteau noir, avec son chapeau noir, dans la neige et tout, alors que c'est l'homme du feu, j'ai trouvé, là, c'était la badassitude à son paroxysme, et après, par la suite, il m'a beaucoup moins plu. Mais voilà. Sinon, après, il y avait Yorkie, justement, qui était très stylé également, donc c'est très compliqué, je peux pas choisir un seul. Mais en tout cas, ce genre de personnage, j'ai kiffé beaucoup, je trouve qu'ils sont vraiment stylés. Et en vrai, Baggy, sans déconner, après l'ellipse, il a son flow. Baggy, après l'ellipse, je suis désolé, je peux pas dire le contraire, il est stylé. Voilà. Alors, 8ème question de KSP Denuge. Zoro pourrait-il avoir le Haki du Roi comme Rayleigh ou Katakuri? Sinon, explique pourquoi il ne peut pas l'avoir. Le père de Franky aurait-il un lien avec Roger? Alors, Zoro, Haki des Rois, faut pas trop me lancer dessus, parce que là, je suis parti pour une vidéo de 70 minutes. Oui, ça a été, comme je l'ai dit, ma toute première théorie sur ma chaîne. Toute première théorie One Piece Ever, Zoro a le Haki des Rois. Et dites-vous que ça fait 4 ans, et ça fait 4 ans que je le pense toujours autant. En fait, je vois pas justement, comme tu l'expliquais pour quand tu disais, genre tu prenais comme exemple Katakuri, eh ben je vois pas justement comment Katakuri, un personnage qui a certes, attention, des prédispositions, il est quand même fils de Big Mom, il est à la tête des Sweet Commanders, en gros c'est le plus puissant des Sweet Commanders, et donc il a quand même des choses qui fait que c'est quelqu'un qui est au-dessus d'une certaine catégorie. Donc pour moi le fait que Katakuri ait le Haki des Rois ça me dérange pas, au contraire, je trouve ça même relativement logique, mais moi je peux pas expliquer que justement Kata qui a le Haki des Rois, Zoro lui ne pourrait pas l'avoir, alors que lui c'est exactement le même concept, c'est-à-dire qu'il veut s'élever au-dessus d'une catégorie et il veut donc devenir le meilleur des épéistes. C'est pas rien, si Mihawk a le Haki des Rois, j'en serais absolument pas étonné, et même je l'espère, parce que c'est-à-dire que c'est comme ça qu'on nous le montre depuis le début. Le Haki des Rois est quelque chose, et une prédisposition pour les leaders, pour les chefs, pour ceux qui ont un certain tempérament, qui ont une attitude à s'élever au-dessus des autres. Zoro, il est considéré je ne sais pas combien de fois par le capitaine comme capitaine des Mugiwara. Déjà, il a cette attitude de leader, c'est le vice-capitaine aussi. Si des Rayleigh par exemple, typiquement, il a quoi? Peut-être à l'époque, il avait une flotte à son actif, mais à part être surnommé le roi sombre, il n'y a rien qui pouvait expliquer qu'il pouvait avoir le Haki des Rois. Donc pourquoi des personnages comme Mihawk, pourquoi des personnages comme Zoro ne pourraient pas l'avoir, alors que finalement, c'est encore plus légitime. Ils font partie des meilleurs d'une certaine catégorie. Quand tu vois des Don Shijao qui l'ont, tu te dis, bah, Zoro, lui qui va être le plus grand épéiste au monde, je vois pas pourquoi il l'aurait pas. C'est un sujet à débat. Je comprends ceux qui ne comprennent, qui ne veulent pas de ça, ou qui estiment que mes explications sont foirées. Je dois avouer qu'en plus, en freestyle, je suis pas très bon pour expliquer. Moi, je comprends votre point de vue, je comprends que vous ne vouliez pas voir ça, mais d'un côté, je me dis, pour moi, c'est comme ça, quoi. Enfin, on verra par la suite, on verra ce qu'Oda en fait, mais je trouverais vraiment pas ça logique qu'un personnage comme Zoro ou un personnage comme Mihawk n'ait pas le Haki des Rois, quand des personnages comme Katakuri, quand des personnages comme Kid ou même encore, Rayleigh ont le Haki des Rois ou John Shijao. Ouais, moi je comprendrais pas. Mais voilà, après c'est un sujet à débat et à controverse, ça dépend. Et concernant le père de Franky, alors là tu me pose une tuile et je saurais pas quoi te dire, à part que effectivement ça pourrait être intéressant que chaque Mugiwara ait un lien familial avec quelqu'un qui a lui-même un lien avec Roger. C'est-à-dire que d'un côté Franky il avait un lien avec Roger à travers Tom, et en fait je m'amuse à dire que par exemple le Zef, le mentor de Sanji, et lui-même était par exemple, lui-même connu Roger, ou était cuisinier de son équipage, ou des trucs comme ça. Et en fait ouais, du coup je me plais à dire que chaque Mugiwara ait un lien d'une façon ou d'une autre à Roger pour justement
pour justement, je sais pas pourquoi en fait, je sais pas à quoi ça servirait, mais c'est une idée comme ça. Donc le père de Franky, c'est vrai que Franky a été abandonné par ses parents pirates, qui étaient des pirates très réputés en plus je crois. Donc ça reste à voir. Je sais pas ce qu'Oda veut développer à travers Franky, il est très intéressant. Il a beaucoup de choses cachées que je pense qui vont avoir beaucoup de poids par la suite. Ouais, je pense qu'un lien avec Roger, ça serait vraiment pas con, ça serait cool en fait, avec son père et tout, ouais, vraiment. Oh, j'ai plus de voix, les gars, ça fait je sais pas combien d'heures que je parle. Ok, 9ème question de Isoka. Plus une interrogation qu'une théorie, mais Perona pourrait-elle être la cause de la déprime de Kaido? Je sais que le combat a eu lieu il y a quelques temps entre Moria et Kaido, mais c'est peut-être plus tard pour se venger de celui-ci. Alors, j'ai pas tout compris sur la fin, mais dans le fond, est-ce que Perona pourrait être la cause de la déprime de Kaido? Alors j'ai pris cette question parce que merci à toi bro, pardon. J'ai pris cette question parce que je trouve que le cas de la déprime de Kaido est assez intriguant et intéressant. Et faites un compteur d'intéressant dans la vidéo. Dites-moi combien de fois j'ai dit intéressant, ça m'intéresse. Ça m'a perturbé du coup parce que, alors à vrai dire, je pense pas que Perona soit le sujet de la déprime de Kaido. Parce que quand tu vois que déjà dans le cas d'un Luffy ou Zoro pré-ellipse, Perona avait un effet de quelques secondes où justement elle démotivait totalement ses personnages, tu te dis, bon attends déjà, si jamais elle arrive à faire ça sur un Yonko, c'est déjà ouf, et j'y crois pas. Et en plus que ça dure plusieurs années, genre, non, franchement non. Moi je pense que Kaido, pour le coup, ça vient de quelque chose de différent, un passé. Alors, à vrai dire, j'ai aucune preuve à ça. Moi je pense qu'il a perdu quelqu'un. Je pense qu'il a perdu soit son enfant, je sais pas pourquoi, je pense à ça, je le mets là, comme ça si jamais ça sort, je pourrais me crier et m'auto-proclamer en oracle, pas du tout, mais moi je pense qu'il a perdu quelqu'un, je pense qu'il a perdu un enfant éventuellement, ou en tout cas il a un mal-être qui va être justifié à l'avenir, et qui va justifier aussi son comportement actuel. Comme on en parlait avec Nina, si on remarque, tous les personnages, tous les méchants de One Piece ont une explication à leur comportement, c'est-à-dire que Crocodile semble avoir une explication du pourquoi il est mauvais. Doflamingo a une explication du pourquoi il est mauvais. Les hommes poissons ont une explication de pourquoi certains étaient mauvais. C'est la même pour Big Mom. Typiquement, même Big Mom, elle était super gentille au début. Son mauvais côté a été exploité par une mauvaise personne. Donc ça fait que maintenant elle est comme ça. Mais ça se trouve, si elle avait été exploitée par une gentille personne, eh ben peut-être elle aurait été une meilleure personne. Enfin bref, là où je veux en venir, c'est que Kaido, s'il est comme ça, c'est pour une raison. Parce que ça a toujours été comme ça dans One Piece, et chaque méchant a une explication à pourquoi justement il est méchant. Donc Kaido, j'imagine que ça aura un lien avec sa déprime, son alcoolisme, etc. Mais vraiment, Kaido, je suis persuadé que son passé sera tragique. Vraiment, ouais. Et je reviendrai sur cette vidéo quand ça sera le cas, quand on découvrira son passé, et je me dirai, putain mec, si tu t'attendais à un truc comme ça, je pense que c'est un truc de ouf. Et je suis sûr que ça va être dingue. Oda va nous créer une histoire autour de Kaido qui va être géniale, je suis sûr. Donc voilà, voilà, la question de la déprime de Kaido est là. C'était pas super intéressant comme sujet, on va pas se le cacher, mais ça fait longtemps que je voulais en parler parce que ça me perturbe aussi beaucoup. Et la 10ème question, c'est Samuel Marin qui me pose la question. Donc salut Goji, super travail, merci poto, j'ai une petite question pour toi. D'après toi, y aura-t-il une autre ellipse avant la Grande Guerre, ne serait-ce que pour apporter une certaine maturité aux personnages qui ne se rendent encore pas compte des conséquences que peut avoir cette guerre? Alors, je suis pas d'accord avec toi, je pense que déjà chaque personnage aura conscience des conséquences d'une guerre, même Luffy l'aura. C'est pas une question de maturité sur ce point-là, mais je te rejoins sur le fait que, en fait, moi je pense qu'il y aura une ellipse. Il faut se dire que si Luffy, si les Mugiwara parviennent à battre les empereurs, trouver les poneglyphes, trouver Raftel, l'histoire du siècle perdu, vaincre le gouvernement et tout ça en une seule année, alors que il y a 2 ans, ils étaient parvenus juste à la moitié de Grand Line finalement. Je pense qu'une ellipse aura lieu avant vraiment la Grande Guerre pour justement s'améliorer, pour devenir plus puissant, pour devenir... Enfin, tout ça, c'est un sujet qui a été vraiment beaucoup traité, les Grandes Guerres dans One Piece, et l'ellipse du moins, et je pense que c'est ce qui justifie le plus. Si vraiment il n'y a pas d'ellipse avant la Grande Guerre pour un entraînement ou quoi, ce que je comprendrais pas très bien, mais admettons, je pense que ça sera alors à la fin. Là, à l'heure actuelle, j'imagine vraiment mal One Piece sans une seule ellipse encore. Ne serait-ce que, je sais pas, 6 mois, 1 an ou 10 ans, peu importe, je suis persuadé qu'il y aura encore une ellipse. Et il faudra voir, hein, il faudra voir vraiment, peut-être on se trompe, mais je vois mal Luffy finir One Piece, c'est-à-dire finir l'histoire, là actuellement, dans cette tranche d'année là. Je sais pas, j'ai vraiment du mal, sachant que là ils sont sur Wano depuis quasiment bientôt 15 jours, ouais, non.
j'ai vraiment du mal. Donc voilà, je pense qu'il y aura effectivement une ellipse. Et je pense que c'est bon, je pense qu'on arrête là, parce que oh, car je vois 40 minutes de record, ça commence à me faire peur. Non, donc du coup les bros, voilà, ce 4e épisode des questions One Piece est donc terminé. J'en peux plus, je suis KO. Je suis KO, j'espère avoir bien répondu à vos questions, c'était toujours autant intéressant. N'oubliez pas, s'il vous plaît, par pitié, le hashtag QOP, parce que vous êtes beaucoup à l'avoir oublié, et du coup ça m'aide pas du tout pour trier les commentaires, donc j'ai dû en passer à côté de beaucoup qui n'avaient pas utilisé ce hashtag. Donc dans les commentaires, même peut-être sur Twitter si vous le voulez, utilisez le hashtag QOP s'il vous plaît pour me poser des questions à propos de One Piece et que j'y réponde dans le prochain épisode. Et il faut savoir que je pense à arrêter les questions One Piece. Alors pas définitivement, mais justement faire des saisons. Alors je vous en parle un petit peu comme ça, c'est pas dit encore, hein. C'était juste en termes de projet, hein. Moi vous savez quand j'ai une petite idée ça devient de suite un gros projet de fou irréalisable entre guillemets. Mais voilà, je pense à faire quelque chose, à faire des saisons, des questions One Piece, que cette saison va bientôt s'achever là, et on reprendra dans quelques mois, histoire de mettre en place un nouveau concept, toujours dans ce type là, mais ça sera beaucoup plus différent, et ça va plus marquer une sorte d'interaction entre nous. Donc je suis en train d'y réfléchir, mais je veux faire évoluer ce concept pour faire quelque chose de cool, vu que moi je le kiffe de ouf, et je sais que vous le kiffez aussi, donc voilà. Je peux plus parler, donc on va se dire au revoir en langage des signes. Merci beaucoup. Je sais pas comment... Ça, vous voyez, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à l'école. Remercier les trucs basiques en langage des signes. C'est quelque chose qu'on devrait faire et qu'on devrait apprendre au lieu d'apprendre des conneries de multiplication qui ne servent à rien. Ouais, vous sentez le matheux frustré? Ouais. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on devrait apprendre. Tout ce qui est langage des signes, ça serait... ça rendrait ceux qui sont justement sourds, malentendants, beaucoup moins pénalisés par ça. C'est fou comment ça devient une vidéo qui a plus rien à voir avec One Piece. Bon, bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Arigatou gozaimasu, et puis on se dit donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, peace les bros.